Ok, c'est parti pour un tour d'actualité. Les marchés aujourd'hui qui ont fini en hausse. Donc quand je parle d'aujourd'hui, je parle du mardi 4 juin. Et on a voilà les indices américains qui réalisent un gain lors d'une séance en sourdine. Donc les investisseurs tentent de se remettre, on va dire, un peu voilà, des chiffres voilà, qui n'étaient pas bons là. Le manufacturier américain, tout ça. Et donc là, c'est de la volatilité, hein. Donc il y a eu des journées de baisse dans les jours précédents. Là, ça remonte un peu. Voilà, c'est la volatilité classique. C'est une journée de hausse. Maintenant, voilà, il y a des inquiétudes quand même. Ici, on parle de 63 banques américaines au bord de l'effondrement, avec des pertes de 517 milliards de dollars, selon le FDIC. Donc, on n'est pas loin quand même d'une entre guillemets catastrophe. Pourquoi entre guillemets? Parce que en fait, voilà, on sait que maintenant ils ont la clé, ils ont la solution à ce qui devrait être à un crash à venir. Regardez, ici en tout petit, on avait le fameux crash de 2008, Lehman Brothers, le crash économique incroyable. Vous voyez, ça représentait que quelques millions de pertes, des faillites des banques, tout ça. Regardez ici, ici, on a eu bien plus conséquent là, à partir de 2022, 2023, 2024, des pertes. Ça, ce que vous voyez là, c'est les pertes, hein, les pertes non réalisées des banques hein, que vous voyez ici. Donc les banques perdent énormément d'argent, s'effondrent complètement, mais pourtant on ne voit pas de crash de l'économie, hein, voilà, comme en 2008. Pourquoi? Parce que derrière, ils impriment de l'argent. Et là, justement, on a, voilà, je vous ai montré plus de 63 banques qui sont proches de la faillite. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Comme Paul de Crypto Formation l'a signifié ici, bien, c'est la machine à argent magique de la Fed va devoir tourner encore. Donc, en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont imprimer de l'argent encore et encore pour soutenir les banques. Ça, c'est une bonne chose pour les investisseurs puisque cet argent est en général fléché vers les marchés. Et donc, voilà. Vous voyez que les banques sont de plus en plus en souffrance, mais il y a toujours de plus en plus d'impression monétaire pour voilà, pallier à toutes ces défaillances. Donc, tant mieux pour nous, tant mieux pour les investisseurs. Ça, bah voilà. Quand tous les meilleurs économistes, là, tous les grands noms, là, Robert Kiyosaki, voilà, même les analystes français, Olivier Delamarche, Charles Gave, tous ces gens-là là, qui disent qu'il va y avoir un crash et que les devises devraient s'écrouler, en fait, c'est ce qui devrait arriver normalement. Mais ça n'arrivera pas puisque maintenant, ils ont une technique pour éviter les crashs. Eh bien, c'est d'imprimer de l'argent pour soutenir ces crashs, pour empêcher ces crashs-là. Donc, voilà. Tous ceux qui parlent de crash à venir, eh bien, bah, maintenant, ils ont la clé, on va dire, de tout cela. Maintenant, dans l'actualité américaine, Elon Musk a ordonné à Nvidia d'expédier des milliers de puces IA réservées à Tesla, à X et à XIA. Donc voilà, toutes ces entreprises, Elon Musk là demande à Nvidia, voilà, commande à fond chez Nvidia et met le paquet sur l'intelligence artificielle. Il l'a bien compris, hein. Elon Musk, bah, pour Tesla, pour la conduite autonome. Pour X, anciennement Twitter, bah, voilà le chat conversationnel avec Grok. Et XIA qui, pour concurrencer la startup d'Elon Musk, là, pour concurrencer OpenAI. Voilà, une entreprise dédiée à l'intelligence artificielle. Donc voilà, Elon Musk a bien compris que pour dominer, il va falloir des GPU les plus puissants et commander plus que les autres. Il a bien compris ça et il commande massivement chez Nvidia. Pourquoi je souligne cet article? Parce que bah, le focus il est sur Nvidia plutôt que sur Elon Musk et Tesla. Elon Musk, Tesla, X, tout ça, on va dire, on s'attardera sur eux plutôt en 2025 ou plus tard, loin, loin plus tard. Mais maintenant, le focus il est surtout sur Nvidia qui profite des achats massifs d'Elon Musk et de Tesla, tout ça. Et là, bah, Nvidia, c'est succès, hein. C'est là, j'ai augmenté mon investissement sur Nvidia. Là, j'ai vraiment un gap entre Nvidia et mes autres investissements. Il y a un gap. Là, je mets vraiment le paquet de plus en plus sur Nvidia.
Voilà, ici on a Bank of America qui a révélé aujourd'hui son objectif de cours sur Nvidia à 1 500 $ contre 1 320 $, tout en maintenant sa note d'achat. Vous voyez? Donc tous les analystes sont à l'unanimité, voilà, maintiennent Nvidia comme un achat. Vous voyez? Donc, petite parenthèse là, pour ceux qui disent oh, mais Nvidia c'est trop capitalisé, ça fera même pas un fois deux, enfin voilà, c'est pas avec ça qu'on va devenir riche. Bien, sachez que c'est pas aussi avec les pépites que vous allez devenir riche aussi. C'est en fait les cryptos, les altcoins, c'est limite presque un piège, puisque la probabilité, oui, ça peut faire des fois 50, des fois 100, mais la probabilité que vous chopiez ce fois 100 n'est pas, c'est comme jouer au loto, limite, au PMU ou des trucs comme ça. Alors que Nvidia, certes, bah oui, pas à l'horizon 3-4 ans, ouais, on va récupérer des fois 2, fois 3, mais garanti quasiment, puisqu'il y a de la valeur qui est créée. Donc marche après marche, la fortune monte ou le capital monte quand on n'investit pas forcément sur Nvidia, mais je veux dire sur des actions sûres ou des choses comme ça, plutôt que d'essayer de choper la crypto qui va faire x100 ou de s'étaler, voilà, comme je le répète souvent, sur toutes les cryptos pour essayer de choper la meilleure. Et finalement, c'est pas cette crypto qui monte, donc c'est une autre, donc on change et en fait, on n'arrive à rien. Donc, tous ceux qui pensent que les actions, ça sert à rien, voilà, il y a pas de croissance et les cryptos, il faut être à fond crypto, des choses comme ça. Les cryptos, c'est volatile, c'est limite, c'est un pari, c'est de la spéculation. Vous voyez? Donc, encore une fois, cette parenthèse, parce que je sais, hein, voilà, les gars, ils vont se dire, mais pourquoi Nvidia, pourquoi les actions en bourse? Mais les actions en bourse, c'est quasiment pas du sûr, mais c'est garanti. En fait, si vous êtes suffisamment patient, ces gains-là sont vraiment réels. Les cryptos aussi, il y a quelques valeurs sûres, mais c'est un cycle. Et c'est beaucoup plus psychologique. Voilà, par exemple, on a des charts qui nous montrent que bah, normalement, voilà, on est en bull run, mais ça peut se passer différemment. Puisque les baleines savent, en fait, ceux qui contrôlent ce marché savent que tout le monde attend une sorte de bull run, une alt season, des altcoins, des choses comme ça. Ils vont vous faire poireauter, hein, ou ils vont nous faire poireauter, puisque je suis aussi dans la crypto. Ils vont en fait essayer de faire le contraire. Tout le monde est pressé là que le bull run passe, qu'on récupère nos gains, voilà, que ce soit aussi simple, mais c'est pas aussi simple que ça. On va nous balader psychologiquement et nous faire perdre des gains le maximum avant qu'on voie quelques résultats du bull run. Donc en tout cas, ici, les valeurs sûres et les analyses se penchent sur des valeurs sûres avec Nvidia ici. Et voilà, Nvidia qui voilà, vend des milliers de GPU, mais en plus, signe des partenariats avec des monstres comme Snowflake, le géant là, des data, enfin de data données et cloud. Donc là, voilà. Là, Snowflake voilà, a adopté le logiciel d'Nvidia pour intégrer des microservices, tout ça. Donc voilà, même dans le cloud et tout ça, les data, Nvidia est présent avec ses services. Et donc, c'est du tout bon pour Nvidia. Donc voilà, on va passer un peu aux actualités un peu internationales, tout ça. Le retour là de Nigel Farage. Donc Nigel Farage qui montre, voilà, qui se montre pour les élections britanniques ici là. Et voilà, Nigel Farage qui a les mêmes idées un peu que Trump, tout ça, pourrait être un événement d'extinction pour les conservateurs avant les élections britanniques. Donc Nigel Farage pourrait venir perturber hein, les élections britanniques là. Et voilà, le retour choc de la figure de proue du Brexit, Nigel Farage, dans la mêlée politique pourrait être le dernier clou dans le cercueil du Parti conservateur. Bon, au pouvoir du Premier ministre Rishi Sunak à l'approche des prochaines élections britanniques. Donc voilà, Farage, il peut venir perturber hein, le Parti conservateur et venir enfoncer Rishi Sunak. On va voir hein, ce qui va se passer. En tout cas, moi, je suis plus partisan de Nigel Farage que de Rishi Sunak là, voilà, qui est pas, je pense, le mieux placé pour diriger le Royaume-Uni. Donc on verra ça en tout cas. Maintenant en France, voilà, hein, en avril 2024, donc qu'est-ce qu'on a eu le mois dernier? Déficit de l'État qui a atteint 181 milliards d'euros sur 12 mois. Donc voilà, ça creuse. Hein. Vous voyez que c'est de plus en plus gros. Hein. Quand on prend reculer comme ça, regardez comment le déficit creuse vers le bas.
plus le temps passe, bon, on a eu des pics là, on a eu un pic en où il y a le 11 là. Donc je sais pas, ça c'est par rapport à... Ouais, c'est les années 2011 peut-être. Voilà, ouais, à l'année 2011. Ensuite c'est redescendu, mais sinon c'est reparti vite. Et là voilà, on creuse toujours plus le déficit, la dette. Vous voyez, voilà, tout ça. Donc c'est un record absolu, hein. Donc voilà, c'est une véritable catastrophe pour la France qui s'enfonce dans les déficits. Voilà, hein, à cause de l'Union européenne, je vais pas vous refaire le truc. On le sait tous. Donc voilà, en France, c'est terrible, hein. Regardez, face à l'inflation, de plus en plus de Français vont faire leurs courses en Espagne. Donc certains parcourent 700 km en car aller-retour depuis Marseille pour acheter des produits de première nécessité à moindre coût de l'autre côté de la frontière. Donc voilà, hein, les gens du sud, à Marseille, tout ça, traversent la frontière pour aller acheter moins cher. À cause de l'inflation, mais aussi à cause du déclin de la France et le pouvoir d'achat qui chute, hein. Mais c'est lié, le pouvoir d'achat à l'économie française. Voilà, hein. Et comme l'économie française va mal, il y a de plus en plus de coupures. Et voilà, hein, ça restreint de plus en plus. On baisse les salaires, enfin, ou on les augmente plus. Enfin, voilà, plein de choses. Et donc, voilà, hein, la qualité de vie diminue en même temps. Donc voilà, ça c'est les résultats de politique, aussi de l'inflation. Mais l'inflation c'est quoi? C'est les banques centrales qui impriment. Donc voilà, côté finance, que ce soit côté finance ou côté politique, rien ne va, on va dire, pour la France. Et même pour l'Occident presque. Donc voilà, hein. Maintenant, on a le vice-premier ministre italien Matteo Salvini qui s'est moqué de Macron et qui conseille à Macron de lui-même aller sur le front ukrainien au lieu d'envoyer des gens. Je lui ai dit, comme s'il était là, Macron, mets ton casque et va faire la guerre, mais ne casse pas les couilles aux Italiens qui veulent vivre en paix. Si nous avions cédé à l'Union européenne la souveraineté dans le domaine militaire, et si nous avions une défense européenne unique, demain Macron et des fous comme lui enverraient tous nos enfants à l'abattoir. Donc vous voyez, jamais une balle ou une bombe italienne n'ira en Russie. Nous ne voulons pas que la Troisième Guerre mondiale soit à nos portes. Vous voyez, donc c'est clair, hein, pour Matteo Salvini et les Italiens, ils veulent pas de la guerre. Tout comme en France, certains partis, Florian Philippot, qui manifestent contre la guerre. Enfin voilà, on veut pas de cette guerre. Maintenant, Macron, qui va s'accaparer les chaînes de télé, encore là, il va parler encore là, d'ici à demain ou après-demain. Il s'est accaparé France 2 et TF1, normal. Et voilà. Il va encore nous bassiner de ses paroles. Donc voilà. En tout cas, Matteo Salvini a annoncé sa solidarité et son soutien total au président Trump. Le président Trump, bon, en tout cas le candidat Trump, qui subit, hein, les affaires judiciaires face à lui pour qu'il lui mette des bâtons dans les roues, hein, par rapport à sa campagne présidentielle. Donc le camp démocrate a choisi d'essayer de mettre des affaires sur Trump pour qu'il soit coffré. Donc voilà, en tout cas, Salvini qui soutient Trump. En parlant de Trump et en revenant là sur les États-Unis, voilà, hein, l'augmentation de la popularité, hein, du président Trump. Après sa condamnation à New York, la popularité du président Trump dans les sondages a augmenté de 6 points selon un sondage récent. Donc voilà, il est de plus en plus populaire. Ici, voilà, même sa cagnotte, hein, les dons au président Trump via son site web ont dépassé les 300 millions de dollars. Vous voyez, 300 millions. Donc c'est énorme. Et cette nouvelle ne va pas plaire bien sûr à Biden et sa clique. Donc bon, en tout cas, la cagnotte de Trump fait que d'exploser. Il a de plus en plus de soutien, il monte dans les sondages au lieu de baisser. Donc Trump est plus que jamais proche de récupérer la Maison Blanche et d'être réinvesti en tant que président des États-Unis. Donc ça devient sérieux. Même, voilà, des bonnes nouvelles par rapport encore à Trump, ou pas, en tout cas pour lui. La Cour d'appel de Géorgie a officiellement inscrit l'affaire de la disqualification de Fani Williams, et a fixé ça, les plaidoiries, au 4 octobre. Cela signifie que l'affaire est close et qu'il n'y aura pas de procès avant l'élection. Donc Trump, ici là, face à cette juge là, ou face à cette dame là,
qui a des affaires, hein. Elle-même, voilà, elle a couché avec le gars qu'elle a engagé et tout là. Donc, en tout cas, Trump, de ce côté-là, ça sera pas avant les élections qu'il sera jugé pour, face à Fannie Williams là et ses allégations. Donc, au moins, il a cette épine dans le pied retirée et il a une affaire contre lui en moins. Donc, voilà. Maintenant, en dehors de Trump, aux États-Unis, voilà, le docteur Fauci, là, qui est de plus en plus soupçonné comme l'auteur de crimes contre l'humanité par rapport au Covid-19. Ici, regardez comment cette élue américaine a démoli Fauci hier en commission d'enquête. Donc, elle lui a notamment rappelé le masque obligatoire pour tous les enfants au nom de la science et a fini par ces mots. Nous devrions recommander une procédure pénale contre vous pour crime contre l'humanité. Votre place est en prison. Ce qu'elle a déclaré à Anthony Fauci. Donc, moi-même, depuis le départ, hein, pour moi, c'est Fauci, hein, en- en- Anthony Fauci qui est responsable, hein, du Covid. Pour moi, c'est les Américains qui ont lancé le Covid-19 depuis leurs laboratoires, des choses comme ça. Donc, et ils ont mis ça sur le dos de la Chine et tout ça. Après, théorie du complot, complotisme, bon, on verra. Mais moi, en fait, on sent que ça vient de Fauci et des Américains. Donc Fauci, c'est la personne qui est à droite ici, là, c'est lui. Et voilà, il est face à cette élue américaine. Donc voilà, non, elle dit que sa place devrait être en prison. Donc voilà, on verra, hein, le dénouement de tout ça. Mais bon. Je pense que Fauci mériterait d'aller en prison. Lui-même, ça sent sur sa tête, regardez, ça sent qu'il est coupable. Mais bon, crime contre l'humanité. Normalement, ça devait être l'objet de ma vidéo d'hier, mais j'ai pas pu la sortir. C'est Fauci qui aurait été en tête là dans mes miniatures là, mais avec comme titre crime contre l'humanité. Mais j'ai pas pu faire la vidéo, donc bon. En tout cas, je couvre quand même cette actualité. Donc voilà. Et en parlant de gens corrompus, là, comme Fauci, là, pas, même Zelensky, hein, de fortes allégations accusent Zelensky d'avoir dépensé 200 millions de dollars pour s'acheter un casino 5 étoiles sur les plages de Chypre par l'intermédiaire de sa société Film Heritage Inc. Donc vous voyez, il a une société apparemment Zelensky, et à travers ça, il a dépensé plus de 200 millions pour ce qu'on va appeler la suite de sa vie, hein, quand il aura fini sa mission, bah, certainement confiée par les États-Unis ou par voilà, l'oligarchie. Quand il aura fini tout ça, bah, je pense qu'il a déjà prévu la suite, hein. Il prévoit d'aller bronzer, en tout cas en Chypre. Et voilà. Voilà, il a acheté un casino carrément 5 étoiles. Bon, casino, c'est les big hotels, hein. On parle pas des trucs de jeu, on parle des big hotels de luxe, on va dire. Donc il s'est accaparé ça et lui il se voit déjà bien bronzé ou bien profiter voilà de tout ça après voilà il sera plus éligible à la présidentielle. Donc voilà, hein, voilà ce que c'est. Voilà à qui vous avez affaire. En tout cas, c'est des accusations, mais pour moi, voilà, au vu comment ce mec est corrompu, voilà, il est réputé pour ça, hein, Zelensky, hein, je rappelle. L'affaire des Pandora Papers, tout ça, que des affaires de corruption. Donc c'est un spécialiste, hein, Zelensky. Donc voilà à qui on a affaire, le grand pote de Macron. Donc voilà. Et bien sûr, l'Ukraine affirme, hein, que l'utilisation d'armes occidentales pour frapper la Russie pourrait changer la donne. Donc voilà, l'Ukraine et Zelensky et l'Ukraine, voilà, cherchent à avoir des armes offensives pour frapper le territoire russe et pour envenimer toujours plus la situation. Voilà, parce qu'on sait très bien que l'Ukraine ne pourra pas vaincre la Russie, on sait très bien, mais ils continuent à mettre de l'huile sur le feu au lieu de chercher la paix, on va dire, et les négociations. Ce que Poutine cherche, hein. Poutine a déclaré encore la semaine dernière qu'il cherche des pourparlers et voilà, mettre fin à tout ça. Mais bien sûr, les médias de propagande montrent que Poutine veut envahir tous les terres et toutes les terres, tout ça. Bon, on connaît la poésie. Donc voilà. En tout cas, la Turquie, qui est elle-même normalement membre et candidate à voilà l'Union européenne, bah, la Turquie finalement qui veut rejoindre les BRICS. Donc, je pense que Erdogan a bien réfléchi. Il sent le vent tourner. Il sent tout ça, que l'Occident est en déclin, tout ça, et l'Europe et tout ça. Et je pense qu'il préfère plutôt aller voir ailleurs et aller vers les pays émergents ou les pays qui vont devenir des futures puissances
Voilà, les futures puissances de demain, hein. La Chine, mais aussi l'Inde, tout ça. Donc à voir. D'ailleurs, en parlant de l'Inde, l'Indien, la Narendra Modi, qui revendique sa victoire là, ici, qui déclare sa victoire malgré le coup dur des élections. Donc en fait, il a gagné, mais les élections se sont pas tellement passées comme prévu pour lui lors des résultats, hein. Donc le parti de Modi est sur le point de perdre sa majorité suite au résultat choc des élections en Inde. Donc il a gagné, mais il a perdu la majorité. C'est pas une victoire écrasante. En fait, il va devoir gouverner, mais bah, avec enfin, voilà, pas avec la majorité. C'est-à-dire qu'il va devoir demander l'avis voilà, d'autres partis rivales, tout ça. Il n'a pas la majorité. Donc, il a plein, on va dire, il n'aura pas les pleins pouvoirs. Donc, c'est une déception, hein. Malgré sa victoire, il est réélu, tout ça, mais voilà. Il a. Les élections se sont mal passées pour lui, on va dire. Voilà. Et il y avait aussi des élections au Mexique. Et là, le nouveau président, enfin la présidente, on va dire, je sais pas comment on va dire ça, mais en tout cas, c'est une femme, Claudia Sheinbaum, la première femme et la première personne juive à être élue présidente du Mexique. Donc là, une juive à la tête du Mexique, déjà, moi, ça me paraît bizarre. Mais en plus de ça, elle est pro LGBT, le wokisme, l'ouverture au monde. Voilà, c'est une pote du clan à Macron. Voilà, vous savez, ces personnes, voilà, l'ouverture mondiale, la tolérance à tout. Donc voilà, je crois que la nouvelle présidente du Mexique, ça c'est Bertrand Scholler qui dit ça, se révélerait être un cauchemar pour l'humanité. Au-delà de notre plus sombre anticipation. Elle a déjà annoncé qu'elle vient de téléphoner à Biden, Trudeau et Macron. Donc voilà, elle est plutôt dans le camp. Voilà, le camp voilà, du mondialiste, des mondialistes, on va dire. Les LGBT, les woke, voilà, tout ce délire-là, bah, elle est plutôt de ce camp. Donc, elle est juive. Je ne sais pas comment elle a fait pour être élue voilà, présidente du Mexique, mais bon, vous savez, hein, les médias, les propagandes, je ne sais pas. Mais je ne sais pas comment elle s'est débrouillée, mais bon. Et évidemment, elle va pousser à l'agenda woke, trans, climat, IVG, euthanasie et flux migratoires au-delà de l'immunigiable. Évidemment, s'assurer que Trump ne peut être élu. Donc voilà, elle va pousser contre Trump, elle va ramener tous ces délires-là de euthanasie, trans, climat, tout ça, là, l'écologie, tout ça. Donc voilà, c'est déjà en 24 heures une pièce essentielle de l'empire du mal. Affaire à suivre. Donc voilà, cette femme-là, pour moi, c'est les Mexicains ont fait un mauvais choix de premier abord. Donc on verra voilà, ce qu'elle va proposer. Mais ça sent pas très bon en tout cas. Donc voilà, on va passer aux cryptos. Ça fait déjà 22 minutes, donc on va essayer d'accélérer. Les cryptos qui sont dans le vert. Le Bitcoin qui a poussé aujourd'hui, hein, qui a bien poussé, 70 400 à l'heure de l'enregistrement là. 70 000 quand même, c'est pas mal. C'est au-delà des 70 000. Maintenant, il va falloir que ça tienne au-dessus maintenant pour insuffler un nouvel élan. Et là, qu'est-ce qu'on a? Bon, déjà, on a Fidelity qui conseille hein, d'avoir au moins un minimum d'allocution sur le Bitcoin. Voilà. Quelle que soit votre thèse sur les cryptos, que vous y croyez ou pas, selon Fidelity, il faudrait détenir des cryptos bah, voilà, dans son portefeuille au cas où. Au cas où, voilà. Donc, voilà. Hein. Et là, on a le PDG de Van Eck. Van Eck, tout comme Fidelity, Van Eck, c'est un émetteur hein, de crypto, un émetteur des Bitcoin Spot et tout ça, des ETF pour vous exposer aux cryptos sur les marchés traditionnels, là, en bourse et tout. Et bah, le PDG de Van Eck affirme que Bitcoin vaudra au moins la moitié de la capitalisation boursière de l'or, soit 400 000 dollars pour un prix du Bitcoin. Donc, moi, je vais aller plus loin. On sait tous que même le Bitcoin, un jour, dépassera l'or. Parce que le Bitcoin, c'est plus qu'une réserve de valeur. Ça va être une réserve de valeur, mais en même temps, bah, un outil de règlement. Alors, on pourra faire des transactions en Bitcoin, payer en Bitcoin, grâce au Lightning Network et tout ça. Mais en plus de ça, le réseau du Bitcoin devient de plus en plus utilisé pour la DeFi, pour les NFT, tout ça, ce qui va alimenter Bitcoin aussi. Donc, il y a plusieurs, voilà, et Bitcoin se développe et voilà, il y a plein de cas d'utilisation qu'on pourra faire qui ne sont pas encore d'actualité, mais plus tard, voilà,
toutes les entreprises, tous les États vont en accumuler. La majorité des personnes vont faire des transactions en Bitcoin, vont en détenir pour faire des transactions, tout ça. Donc, ça va au-delà de l'or. L'or qui est gardé par les riches, par les États surtout, tout ça. Mais les États vont autant accumuler du Bitcoin à terme. Vous voyez, les États, les entreprises, tout ça. Donc pour moi, 400 000, c'est un début. Pour moi, je vois le Bitcoin, quand il sera largement adopté, à 1 million, mais voire plus. Et pour moi, ça dépassera la capitalisation de l'or. Je vois bien le Bitcoin aller aux alentours des 20-25 trillions au total, plus tard, en capitalisation. Donc on verra. Mais voilà. Maintenant, quand on regarde dans les faits, voilà, hein, Bitcoin est proposé et les ETF qui enregistrent des journées, hein, des belles journées aujourd'hui là. Pourquoi Bitcoin est monté à plus de 70 000? Bah, c'est voilà, hein, le volume qui est revenu sur Bitcoin, l'achat en tout cas de Bitcoin à travers les ETF, surtout Bitcoin Spot. Donc on a une entrée de 750 millions, hein, de dollars sur le Bitcoin. Et ça, c'est rien qu'avec... Attendez. Tac, tac, tac. Ah oui, oui. Ça, c'est rien qu'avec l'ETF de BlackRock. C'est incroyable. 750 millions d'entrées juste avec l'ETF de BlackRock aujourd'hui. Bon, BlackRock, hein, en termes de, voilà, hein, de TF Bitcoin, ils sont devant, hein. Ils sont devant les autres. Ou en tout cas, non, en termes de possession de Bitcoin. C'est l'entreprise qui déploie... BlackRock, là, avec son EBIT, là, ici, c'est l'entreprise qui possède le plus de Bitcoin au monde. Devant Grayscale, avec son GBTC. Devant MicroStrategy de Michael Saylor. Voilà. Et devant tout le reste, toutes les autres entreprises. Les autres ETF, tout ça. Donc BlackRock, c'est eux qui détiennent le plus... C'est l'entreprise qui détient le plus de Bitcoin au monde. Ici. Donc voilà. Et là, à l'instant, on apprend... Bah voilà, hein, l'ETF donc Bitcoin de BlackRock atteint 20 milliards de dollars d'actifs sous gestion, devenant ainsi l'ETF a atteint ce montant le plus rapide de l'histoire. Jamais un autre actif n'avait atteint les 20 milliards de gestion de Bitcoin là en dollars aussi rapidement que BlackRock. Vous voyez, donc c'est énorme, 20 milliards cumulés là pour les ETF de BlackRock, c'est-à-dire l'ensemble du monde a acheté pour 20 milliards voilà, de dollars de TF Bitcoin de BlackRock. Donc c'est énorme, c'est énorme. BlackRock là accumule voilà, à foison des Bitcoins. Donc voilà, maintenant on a des ETF maintenant dans d'autres pays, hein. Maintenant même, c'est le titre, l'objet de cette vidéo, c'est la grosse actualité du jour. Voilà, la vague de Bitcoin déferle maintenant sur l'Asie aussi, hein. La Thaïlande emboîte le pas en approuvant son premier ETF spot. Voilà, même la Thaïlande, hein, voilà, s'y met. Donc autour des tailles, comme j'ai titré la vidéo. Et juste auparavant, voilà, on avait quand même, bon après les USA, hein, qui ont accepté les ETF, on a eu Hong Kong et l'Australie, hein, aussi. Oui. Et maintenant, c'est autour de la Thaïlande. Donc petit à petit, de plus en plus de pays acceptent des ETF Bitcoin. Vous voyez, donc des produits en bourse, dans les bourses locales, là, leurs bourses respectives, ils vont proposer du Bitcoin à leurs clients sur leurs bourses respectives. Donc c'est extraordinaire, c'est très bien tout ça. Donc voilà. Et il faut savoir que, voilà, on arrive à un moment, voilà, où il n'y a jamais eu aussi peu de Bitcoin et d'Ethereum sur les exchanges. Donc l'offre est très rare. Vous voyez. Pourtant, il va falloir chercher et trouver, puisque la demande est forte sur Bitcoin et Ethereum. Et c'est surtout ça ça va créer un choc de l'offre. C'est ça qui va faire exploser le prix Bitcoin et Ethereum là, dans les prochains jours et semaines. Parce que le Bitcoin, là, on attend la deuxième phase là, du rallye aussi là, des cryptos. Et là, elle pourrait arriver très tôt là, par rapport au manque de Bitcoin et d'Ethereum sur les exchanges. L'offre est rare. Il n'y a plus beaucoup de Bitcoin et d'Ethereum sur les différents exchanges. Donc, ça va faire augmenter mécaniquement son prix là. Vous voyez. Maintenant, voilà, un Bitcoin, comme je vous l'ai dit là, Bitcoin qui a surchauffé, hein, qui est monté jusqu'à 71 000, hein, qui a dépassé brièvement les 71 000, 71K là, de dollars. Donc ça, voilà, on sent, en fait, on sent que c'est pas loin de péter, en fait. On sent que les cryptos, ça bouillonne, il manque ce petit quelque chose. Moi, j'attends les ETF Ethereum
qui pourrait Ethereum Spot là qui pourrait alimenter le marché, mais on sent que les cryptos ont envie d'exploser, mais c'est comme s'il y a un petit blocage encore. Vous voyez, en tout cas, voilà, un objectif de prix, événement Bitcoin. Voilà, là, ça a cassé. Apparemment, le prochain objectif pour Bitcoin, là, c'est 74K. Donc 74 000. Donc là, on est monté au-dessus des 71 000. On est redescendu là dans les 70 000 et quelques. Mais l'objectif, c'est d'aller chercher 74K. Avant, peut-être que ça recorrige tout ça. Mais là, on verra. Pour l'instant, ça stagne aux alentours des 70 et quelques. On verra. On verra ça. Maintenant, voilà, on vit des cycles. On a eu le beau cycle 2014-2017, 3 ans. Là, on a ce nouveau cycle 2022-2025. Voilà, c'est des cycles qui se répètent toujours. Et bah voilà, on est ici et on attend la partie bleue. Normalement, on devrait suivre cette trajectoire parabolique là. Et voilà, monter et toujours plus. Donc on verra si d'ici 2025 on monte comme prévu. Moi c'est ce que je pense, hein. Je pense qu'on va dépasser 100K d'ici la fin de l'année 2024 pour le prix du Bitcoin, hein. Et aller au-delà, voire même jusqu'au 300K pour le Bitcoin d'ici à fin 2025. Donc c'est un pari osé, mais je pense que c'est à peu près ça qui devrait se passer là, se dérouler. Donc regardez, et alors que plus personne s'intéresse, hein. Il y a un désintérêt total, hein, pour le Bitcoin. Vous voyez, parce qu'on voit, hein, le nombre d'adresses qui chute complètement. Alors que le prix, lui, en fait, monte, hein. Donc il y a un désintérêt. Les gens se séparent un peu de manière générale. On se sont beaucoup séparés de leur Bitcoin. Il y a de moins en moins d'adresses, c'est-à-dire de personnes qui possèdent le Bitcoin. Ça, en orange, là, il y a une chute, hein, des gens qui ont finalement laissé tomber le Bitcoin. Par contre, le prix, lui, vous voyez, parce que certes, les adresses, les gens, ça se désintéressent, mais les États et les gros portefeuilles, là, les gros clients investisseurs, eux, et les baleines, là, achètent à tout va. C'est pour ça que le prix, voilà, se maintient au moins avant d'aller exploser quand la hype va vraiment revenir. Mais voilà, pendant que le prix se maintient et que les institutions, et voilà, les grosses entreprises et tout ça achètent du Bitcoin, voilà, les petits particuliers ou les gens se désintéressent. Donc, vous voyez que c'est bizarre. Vous voyez, donc, il faut plutôt en acheter comme les baleines, comme voilà, ceux qui s'intéressent au Bitcoin à l'heure actuelle. Il faut en prendre au lieu de se désintéresser et partir. Donc voilà pour le Bitcoin. Petite actualité sur le Bitcoin encore, la Deutsche Bank et Bitpanda. Donc Bitpanda, c'est un exchange, hein. C'est du même type que Binance, Coinbase, tout ça. Beaucoup plus petit, bien sûr. Mais c'est une plateforme qui vous permet d'acheter et de revendre des cryptos, tout ça. Et bah, Bitpanda s'est associé à la Deutsche Bank, la plus grande banque quasiment européenne, ou allemande en tout cas. Et voilà, il s'associe pour fournir des paiements en temps réel et des numéros IBAN locaux aux utilisateurs allemands de crypto-monnaies. Donc voilà, c'est une fusion entre la Deutsche Bank et Bitpanda. Voilà. Et voilà, c'est la première fois qu'une banque internationale s'associe à une société crypto pour fournir cette intégration. Donc, voilà, pour des paiements en temps réel, tout ça. Bon, écoutez, c'est bien, ça participe à l'adoption massive. Voilà, un exchange crypto qui s'allie avec une grosse banque, ça promet des nouveautés. C'est comme des blocs, la nouvelle néobanque là, qui innove avec un portefeuille crypto non custodial, donc qui vous appartient vraiment. Ben voilà, l'adoption massive va se faire par là, par les néobanques, par voilà, le téléphone, l'expérience mobile, tout ça. C'est par là que va arriver voilà, l'adoption massive. Donc voilà, par rapport à Bitcoin, les ETF spot Ethereum pourraient absorber justement plus d'1 million de TH au cours des 5 premiers mois. Donc voilà, une fois que Ethereum sera vraiment validé, là, ils disent qu'aux États-Unis, les ETF Ethereum aux États-Unis pourraient attirer entre 3,1 et 4,8 milliards de dollars d'entrée net au cours des 5 premiers mois. Ce qui représente donc, voilà, plus d'1 million de TH, enfin voilà, 1 million de TH. Voilà, c'est, ouais, 1 million de TH, ça ferait. Waouh, c'est énorme, hein. Mais ça, c'est sur l'ensemble des gens qui vont acheter, hein. On pourrait acheter pour 1 million
d'Ethereum. Donc c'est quand même énorme, hein. Acheter 1 million d'Ethereum, sachant qu'un Ethereum, seulement un à l'unité, ça vaut 3000 $. Bah, imaginez-vous 1 million au total d'achat d'Ethereum pour 1 million au total, ce qui représente quand même entre 3,1 et 4,8 milliards de dollars de dollars d'entrée qui vont arriver. C'est-à-dire, c'est la somme de plusieurs fonds institutionnels, des États qui vont acheter de l'Ethereum, tous les particuliers qui vont en acheter. Voilà. Et c'est pour ça que Ethereum risque de fortement s'apprécier. Donc notez cela. Et ça pourrait venir peut-être à partir vers la fin du mois de juin, le temps que le deuxième formulaire, là, le S1, soit approuvé. Et ça pourrait être la fête là du courant cet été. Là. Donc on va voir ça. Voilà. En dehors d'Ethereum, Solana, voilà, qui domine au niveau des NFT, en tout cas. Parce que tout le monde prête Solana à seulement une blockchain pour les mêmes coins, les choses comme ça. Là, en termes de NFT, voilà, Solana surpasse même Bitcoin et Ethereum. Donc voilà, Solana est devant tout le monde au niveau NFT. Donc voilà par rapport à ça. Alors là, j'avais une actualité aussi par rapport à Solana. Le téléphone mobile de Solana, là, qui va être l'un des fers de lance de l'adoption massive, le Saga d'App Store de Solana Mobile déploie une fonctionnalité d'évaluation et d'avis. Donc voilà, Solana aussi a une sorte d'Apple Store, Store pour les applications décentralisées, qui aura de l'écosystème Solana ou autre. Eh bien, voilà, ils ont intégré une fonctionnalité d'évaluation et d'avis pour évaluer les différents applications ou protocoles qui vont être sur la D-Apps de Solana là. Donc sur l'Apple Store, on va dire, de Solana. Donc voilà, ça s'appelle le Saga D-App Store, hein. Le Apple Store, on va dire, de Solana, c'est le Saga D-App Store. Donc on verra. Mais voilà, on a Solana donc qui introduit une fonctionnalité de notes et d'avis pour voilà, hein, pour avoir des avis clairs et des notes pour voir si c'est une bonne chose. En tout cas, si les protocoles en question là, les projets qui sont dans les DApps là, le Solana, le Saga DApp Store, on pourra savoir, on aura des avis pour savoir si c'est des bons protocoles ou pas. Donc très bien par rapport à ça. Et donc voilà, hein, dernière actualité quasiment, on a le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, voilà, dit que XRP, hein, la crypto de Ripple, aura probablement son ETF en 2025. Donc lui, il ferme la porte pour peut-être envisager un ETF XRP en 2024, mais il dit que ça arrivera en 2025. Peut-être, oui, à ce moment-là où la hype sera tellement forte sur la crypto, peut-être, oui, je pense qu'il a raison. Je vois bien XRP être accepté en 2025. Après, il y a d'autres candidats qui pourraient être avant, comme peut-être justement Solana ou Chainlink, qui sont deux énormes projets, ou même le BNB, peut-être, mais je ne sais pas, mais voilà. En tout cas, il y a des candidats. Moi, je vois Solana, hein, comme prochain, voilà. Voilà, avec son ETF, Ethereum, son ETF. Donc, bon, on verra. Il y a XRP, en tout cas, Brad Garlinghouse ici est confiant par rapport à un ETF XRP. Je pense qu'il y en aura un aussi. On verra si son pronostic tient pour 2025. Dernière actualité, on a MoShake, le CEO d'Aptos. Aptos, c'est toujours une blockchain, on va dire Solana killer. En fait, ça promet, ça ressemble beaucoup à Solana. Et ils disent que c'est mieux que Solana, tout ça. Parce que Solana est réputé pour être une blockchain extrêmement rapide avec des frais très faibles. Et Aptos est venu essayer de bousculer Solana. Ils n'ont pas tellement réussi. Aujourd'hui, les actualités sur Aptos, j'en vois pas beaucoup. Je sais même pas si le projet est mort ou pas. Mais en tout cas, lui, il a son CEO là. Une tête, un MoShake là. Qui est nommé au sous-comité de la CFTC, hein, chargé des actifs numériques. Comme vous le savez, il y a eu des bonnes nouvelles. C'est la CFTC au lieu de la SEC. C'est la CFTC qui va plutôt gérer les crypto-monnaies. Et là, on a déjà Bitcoin et Ethereum qui sont considérés comme des marchandises et non une securities. Et donc, c'est sous la juridiction de la CFTC. Eh bien, on a un gars, voilà, un spécial crypto qui connaît très bien les cryptos et la blockchain,
qui a même créé sa propre blockchain Aptos, qui va être, qui est nommé au sous-comité, qui va donner des conseils, des choses comme ça. Donc ça, c'est une bonne chose. Là, voilà, il va apporter, Sheikh, là, il va apporter son expertise pour, voilà, pour tenter de faire bien voir la crypto auprès de ces agences, la CFTC, la SEC, tout ça. Donc c'est une bonne chose. Et ça va, encore une autre nouvelle qui va aider à l'adoption de masse, hein. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo. On en reste là, hein, donc pour l'actualité. Et pour la crypto, ça sent de plus en plus bon, hein. Et on sent qu'il y a une hype et une altcoin season qui arrive. Donc la tendance est plus sur la crypto. Mais n'oubliez pas, bon, la bourse, c'est volatile à cause de l'inflation là. Et les taux d'intérêt, tout ça. Mais n'oubliez pas Nvidia. Nvidia qui alimente tout ça. Et je pense que les investisseurs ont globalement digéré, on va dire, les annonces là voilà, des taux, des mauvais résultats, des chiffres américaines. Et là, voilà, donc la bourse, je pense que ça va un peu repartir à la hausse maintenant à partir de là. Et ces derniers jours, journées difficiles. Et pour les cryptos, on est à la veille peut-être d'une explosion, d'un rallye. Donc je sais pas, ou sinon ça a stagné, ou ils vont jouer avec nos psychologies. Mais ça sent plus beau sur la crypto actuellement que la bourse ou les autres actifs. Donc voilà pour cette vidéo. On en reste là et on se retrouve pour d'autres actualités en tout cas. Force à nous, hein. Allez, à plus.